J'enlève mon masque. Bonsoir à tous. Christian est avec moi. On laisse encore 3-4 minutes pour les autres personnes se connecter. On est une douzaine. Bonjour à tous. Si dans le chat, vous pouvez confirmer que vous voyez les slides, ma présentation, merci. Et que vous nous entendez bien. Christian, dis un mot pour le test. Eh bien, je dis un mot pour le test. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonsoir. Encore 2 minutes. Et puis, on va commencer. Merci pour votre patience. Nous sommes 17 pour l'instant. Bonjour, Christine Moser. Bonsoir à tous, merci d'être là. Christian nous fait l'amitié de venir ce soir pour nous parler du bien commun, de la performance de l'entreprise et de son histoire d'amour avec le management. Alors, je vous remercie beaucoup. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Alors, on va pas forcément prendre le temps chacun de vous donner la parole puisqu'on est un petit peu trop nombreux et qu'on aimerait finir vers 7h30, discussion comprise. Donc, on a prévu un petit entretien d'une heure à peu près. Et ensuite, on aura quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser pendant le chat. Si c'est pertinent qu'on rebondisse tout de suite dessus, je vais le faire. Sinon, on attendra la fin pour avoir un certain nombre de questions, peut-être en faire la synthèse. Voilà, j'espère que ça vous va. N'hésitez pas à réagir dans le chat s'il y a des problèmes aussi techniques. On va prendre ça en compte. Alors du coup, je vous invite quand même à dire, si vous voulez dire quelques mots sur vous dans le chat, n'hésitez pas. Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant? Voilà, comme ça, on pourra le lire au fur et à mesure et en faire une petite mosaïque. Alors, donc aujourd'hui, voilà, on va parler du bien commun, de l'entreprise, du nouveau livre
de Christian à la Maison Neuve que j'ai adoré. Donc en fait, je suis très très honoré que Christian ait accepté de venir aujourd'hui pour nous en parler. Donc je vais assez vite entrer dans le vif du sujet en essayant de passer un slide. Alors je teste d'abord si ça marche. Ça marche pas. Non, j'ai bientôt plus le droit de batterie. Ouais. Donc c'est bon. Donc, alors, on va pouvoir commencer, ça fonctionne. Je voulais peut-être profiter d'une minute de plus de votre temps, puisqu'on a Christophe Monio avec nous, donc un autre CM. Alors, CHM. Alors, un autre CHM. On est là. Christian, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la newsletter, faites-le. Voilà, Christophe a fait un grand pas cosmique en s'impliquant et en devenant notre directeur général. Et donc, on est très content de l'avoir avec nous ce soir. Et attendez-vous à voir de ces nouvelles. Il a plein d'idées dans les cartons. Voilà, bonjour à tous. Alors, merci pour vos réactions dans le chat. Curieuses, des coachs curieux. Ça te va? Ça va très très bien. Alors, on y va. Alors, hop. Alors, je vais juste vérifier. Est-ce que le slide a bien été passé? Je suis désolé, après on enchaîne. Quelqu'un peut me dire oui, que le slide a bien été passé, que vous voyez le CV de Christian. Oui, ok, merci beaucoup. On prototype. Hein. Alors, Christian, tu as été scout. Oui. Oui. Après, tu as été ingénieur. Oui. Oui. À Centrale. Tu as fait un doctorat. Oui. Scientifique également, en thermodynamique. Tu as travaillé en sidérurgie, donc dans l'industrie, dès le début. Oui. Okay. Après, tu as fait du conseil qui t'a permis de prendre du recul, tu le racontes bien dans le livre. Et ensuite, tu as été directeur qualité, directeur industriel pour deux grands groupes que tout le monde connaît, pour Valeo, dans l'automobile, et puis Danone, produits frais. Et donc, fort de cette expérience de management très intense, tu vas nous donner plein d'exemples aujourd'hui. Tu t'es intéressé à l'accompagnement, tu t'es formé au coaching et tu exerces aujourd'hui une activité de coach, de consultant, de conférencier et donc d'écrivain. Donc aujourd'hui, voilà, il y a énormément de matière et donc voilà, Christian est là et il est à votre disposition pour s'exprimer sur ces sujets, voilà, dans les cadres qui vous intéressent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de super choses à dire. J'ai mis la barre très haut, Christian. Je vais essayer. Je vais te donner la parole, si tu veux, pour nous expliquer, en fait, quel lien tu vois entre l'entreprise et le bien commun. Alors, je vais d'abord faire un petit point de complément de présentation. Bonsoir à tous. De dire que effectivement, très vite en arrivant dans l'industrie, il y a des choses qui m'ont un peu choqué entre ce qui se disait et ce que je sentais de la réalité du terrain. Et je peux dire que j'ai passé les 40 dernières années avec une passion, ça a été de faire converger l'entreprise, le management, l'intérêt de l'entreprise et le développement des personnes. Et cette passion m'a amené justement à travers différentes fonctions que Guillaume a citées, à vraiment faire converger ce que j'appelle l'ambition d'entreprise et les attentes des personnes. Et c'est ce qui m'a amené à avoir ce complément de formation de coach de façon à bien approfondir. Durant tout ce temps, moi, ma façon de faire, ça a été de faire des navettes permanentes, parce que je suis curieux, et comme certains qui ont été curieux, et qui sont curieux, des navettes permanentes entre l'observation du terrain et, je dirais, la théorie des concepts. Et quelquefois, quand il y a des couacs, d'essayer de comprendre. Si bien que vous allez voir, il y a des fois où j'ai trouvé dans le livre les réponses à mes questionnements, et il y a des fois où j'ai développé mes propres concepts
mais on va voir ça dans l'heure qui vient. Formidable. Alors, je voulais commencer par cette notion de bien commun. La crise, la situation en fait actuelle t'a fait réfléchir à ce sujet-là. Et donc, en fait, on a aujourd'hui effectivement des enjeux collectifs assez importants autour du bien commun. Et effectivement, le rôle de l'entreprise est assez important là-dedans. Et donc, c'est vrai que j'aimerais t'entendre un petit peu sur cette notion de bien commun. Et... Bien commun et entreprise. Alors d'abord, avec le confinement, mais aussi simplement la fermeture des bars, chacun d'entre vous a constaté par lui-même, pour la plupart d'entre nous, sauf quelques-uns dans des coins reculés, mais sinon qu'il y avait quand même un ralentissement de la vie sociale, et quand on interroge les gens, c'est vraiment ce qui pèse, et pour nous aussi, ce qui nous rappelle que Homo sapiens, le succès d'Homo sapiens, est dû à sa capacité à se relier avec les autres. Et donc, Homo sapiens est d'abord un animal social, et on va voir en quoi c'est important. Maintenant, un point sur les biens communs. Les biens communs, on s'est d'abord intéressé aux biens communs matériels et naturels. Alors, c'est loin, puisque Aristote dit déjà la nature de l'homme le pousse à prendre le plus grand soin de ce qui lui est propre et à négliger ce qui lui est commun. Mais c'est aussi Gareth Hardin qui, en 68, dans un célèbre article qui s'appelle « La tragédie des communs », montre, en partant de l'exemple d'un pâturage commun, que chacun a intérêt à rajouter une bête ou plusieurs, et qu'à la fin, on ne s'est pas renouvelé, et que donc le bien commun est source de ruine, sauf si c'est soit nationalisé, soit privatisé. Mais heureusement, dans les années 80, puis ensuite, il y a Elinor Ostrom, qui est prix Nobel d'économie 2009 à cause de ces études-là, s'est dit, mais il y a des endroits où ça marche. Et elle s'est intéressée à tous les endroits où il y avait de la gestion de biens communs qui fonctionnait, et quelquefois qui fonctionnent depuis des siècles. Alors, c'est des systèmes d'irrigation en Californie, en Espagne, ce sont des exploitations, des pâturages communaux en Suisse, des forêts communales au Japon et en Suisse, ce sont des pêcheries côtières en Turquie, enfin bref, des tas d'exemples. Et à partir de ça, elle en a tiré les règles qui font que l'utilisation d'un bien commun est pérenne ou au contraire mène à la ruine. Et ce sont des règles de gouvernance, et d'ailleurs son livre s'appelle « Gouvernance des biens communs », mais des biens communs particuliers qui sont les biens communs naturels. Et d'ailleurs, en dessous, le sous-titre, c'est une nouvelle approche de l'utilisation des biens naturels. S'il vous plaît, pouvez-vous… Et donc, dans ces situations, ce sont des règles qui organisent le double rôle de chaque membre du bien commun, ou chaque participant du bien commun, en tant que consommateur et aussi en tant que protecteur du renouvellement naturel du bien commun. Alors ensuite, et particulièrement avec LinkedIn, s'est développée la notion de bien commun immatériel. Un Wikipédia, mais aussi, et c'était déjà avant le cas, un bien culturel, qui ont, eux, beaucoup moins été étudiés parce que la règle, c'est de dire, ces biens communs immatériels, le fait de le consommer ne l'use pas. Et donc, quand je le consomme, je ne prive personne. Et puis, moi, je suggère d'élargir le concept à quelque chose qui est immatériel aussi, mais qui est beaucoup plus dans les relations entre les personnes, et ce que j'appelle le bien commun relationnel. Alors, là aussi, on revient à Sapiens, ce bien commun relationnel qui est la structure de toute communauté humaine. Et si on prend un exemple très simple comme la famille, bon, dans la famille, il y a des parties matérielles, c'est-à-dire un toit commun, etc. Mais l'essentiel, c'est quand même quelque chose d'immatériel et qui n'est pas du domaine du savoir, même si j'ai appris à faire des gâteaux en regardant ma maman, c'est vraiment du domaine de la relation qui crée un ensemble
où chacun y trouve une richesse, à commencer par les enfants qui ont le cadre d'un développement psychologique et social protecteur, mais aussi pour chacun des membres, 10 000 relations, soit l'un avec les tous, soit l'un avec l'autre, etc., qui sont la vraie richesse. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir du bonheur à se retrouver ensemble. Et comme pour tout bien commun, il y a des règles de consommation et des règles de contribution. D'ailleurs, si vous avez des enfants adolescents, vous savez que les règles de contribution sont mises en lumière par leur contestation. Et puis, il y a aussi des rites, et on reviendra sur cette notion de rite, comme des repas en commun ou l'histoire du soir aux enfants qui structurent le bien commun. Alors, ces biens communs relationnels ont deux capacités, deux particularités extraordinaires. D'une part, ils peuvent grandir indéfiniment, et avec quelque chose de tout à fait particulier, c'est que au lieu d'être simplement protecteurs consommateurs, ce sont les membres de la communauté qui la nourrissent, et donc chacun est un contributeur bénéficiaire ou bénéficiaire contributeur, c'est-à-dire qu'on fait grandir le bien commun. Et puis il y a quelque chose de magique, c'est que le bien commun relationnel est ce qui transforme un groupe en réelle communauté humaine. Alors l'entreprise maintenant, quand on regarde ça, moi, j'en fais bien assez pour ce que je suis payé. Quand j'entends ça, est-ce que je suis à regarder l'entreprise comme un bien commun relationnel? Non, je suis en train de regarder la relation entre moi, individu, et l'entreprise comme une administration, et le seul lien que nous avons, c'est que je donne un temps de travail contre un salaire. Alors qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et pourtant, si je prends la même personne qui vient de me dire ça, eh bien, si je l'observe dans sa journée, devant la machine à café, elle est avec 5 ou 6 collègues, et puis on rigole, on se raconte des histoires, et c'est à ce moment-là, la même personne se trouve effectivement justifiée de dire « j'ai ma place dans une communauté humaine » qui est ce moment de convivialité, ce moment de convivialité et dans lequel je suis effectivement bénéficiaire parce que c'est un bon moment, et je suis contributeur en racontant une histoire, et souvent d'ailleurs en lui donnant un air un petit peu dramatique ou humoristique, qui commence par « vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé ce week-end » ou quelque chose comme ça. Et donc, du côté de l'entreprise, dans le monde actuel, du côté de l'entreprise, s'exprime un besoin de plus d'engagement, de plus de coopération, de plus de créativité. Du côté des gens, quand on parle de travail, ils expriment un besoin de plus de transparence, de plus d'autonomie, de plus de sens par-dessus tout. Et je crois que le concept de bien commun relationnel permet de résoudre cette équation qui semble impossible a priori et qui est parfaitement résoluble, c'est pas joli mais c'est français, parfaitement résoluble avec ce contexte. Et je pense que les entreprises actuellement, et c'est d'ailleurs la base du travail de tous ceux d'entre vous qui sont coachs, c'est un déficit de management au regard de l'évolution sociétale et donc des besoins des individus dans la collectivité. On est parti loin, là. Très loin. Mais je pense qu'on colle à l'actualité. Et je pense qu'à partir de là, et l'entreprise comme communauté et comme bien commun, il y a quelque chose que moi m'a beaucoup frappé dans ton approche, Christian, c'est que ça se réconcilie avec la fonction de performance de l'entreprise. La fonction, on va dire, qui parfois on pourrait l'opposer. Et toi, tu as une façon très, très, j'allais dire mosaïquienne, mais c'est pas vrai, c'est universel de réconcilier les deux, c'est l'amour.
Oui. Donc, je voulais te poser la question du titre de ton livre, qui est La performance de l'entreprise, je le rappelle, une histoire d'amour, guide pratique du manager pour les années 2020. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce titre? Alors, quand j'étais directeur, comme vous pouvez l'imaginer, quand j'étais directeur industriel ou directeur qualité de groupe, en particulier directeur industriel, on me disait « tu es un directeur industriel atypique ». Je ne sais pas si c'était un compliment, moi j'aimais bien qu'on me dise ça, parce que je trouve que c'est mieux d'être atypique que d'être simplement collé dans un moule. Mais ça allait très bien parce qu'il faut que je vous dise que les résultats ont été spectaculaires. Et pourquoi? C'est parce que par instinct au début, puis de plus en plus de façon organisée, je m'intéressais à la culture, aux réflexes de chacun en face d'une situation. Et lors quand j'ai quitté Danone pour créer Convergence et Performance, j'ai eu une conversation avec mon patron et avec le DRH, et les deux m'ont dit, il y a deux choses que tu devrais faire, parce que j'ai dit, je vais créer ma petite échoppe en performance des opérations. Ils m'ont dit, il y a deux choses que tu devrais faire, c'est du coaching, parce que ça t'irait bien, et écrire un livre, parce que ton approche est toujours originale et ça marche bien. Et donc, j'ai fait les deux, en fait, et avec grand plaisir. Alors, je cherchais un titre un peu décalé parce que je cherche à remettre en cause le tout rationnel qui est encore très fort et qui mène à ce que j'appelle la schizophrénie du manager, c'est-à-dire que je connais des tas de personnes, quand je parle avec eux de façon libre, je suis là en disant c'est un homme ou une femme d'une humanité merveilleuse, remarquable, et ensuite, quand je les vois dans le boulot, c'est je suis dans le rôle bien carré de 1 + 1 = 2. Voici mon KPI est là, mon indicateur est là, l'objectif est là, il y a le gap, quel est le plan d'action, et je vais. Alors que je ne dis pas que c'est inutile, je dis que c'est insuffisant. Et puis ce titre un peu décalé, par ailleurs, j'ai cherché à faire un livre, dans les très nombreux livres de management ou de sociologie, peu importe, que j'ai lus, il y a vraiment la pile de la théorie, très intéressante, mais on ne voit pas toujours très bien comment mettre ça en œuvre. Et puis, il y a la pile des recettes, où la recette, c'est sympa, mais finalement, dans mon cas, ce n'est pas tout à fait la même chose et je ne sais pas très bien comment l'utiliser. J'ai essayé de faire le maillon missing link, le maillon manquant, c'est-à-dire de donner des règles pratiques, mais en leur donnant le sens. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'essence de l'impact managérial de telle ou telle pratique? Et puis, cherchant un titre décalé avec un ami, merci Bruno si tu es là, il me dit, dans ce qu'on parle à propos du management, moi je sens une notion d'amour. Et en y réfléchissant, oui, et il y a 3 domaines d'amour importants. Il y a l'amour des personnes, au sens amour de l'humanité, c'est-à-dire chaque personne est intéressante. L'amour du produit, c'est-à-dire de la mission d'entreprise dans laquelle on s'engage. Et puis quelque chose d'un peu plus proche de soi-même, qui est l'amour de ma fonction managériale avec ces 2 volets, justement, de contribution à l'entreprise et de contribution aux personnes. Et donc j'ai voulu qu'il y ait le mot amour, et ça a donné le titre que tu citais. La performance, une histoire d'amour avec la performance. Alors, ce n'est pas n'importe quelle performance, Christian, vers laquelle tu nous guides dans ce livre avec des exemples super concrets. C'est la haute performance pérenne. Et donc, je voulais savoir, la haute performance pérenne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est et peut-être nous donner un exemple? Alors, oui, bien sûr. La performance, on a un peu tendance à se limiter à le client est content et le shareholder, l'actionnaire est content. Alors, il n'y a pas de business sans 3 acteurs de base. Est-ce que tu as un schéma à nous montrer là-dessus? Non, plus tard. Tout à l'heure. D'accord. Mais j'en ai un, mais tout à l'heure. D'accord. Et les trois interlocuteurs, les 3 piliers indispensables à tout business, et j'ajouterai plus un, c'est le personnel, le client, l'actionnaire, que je donne dans cet ordre-là, parce que c'est ce que fait le personnel qui va satisfaire le client, et le client va donner des sous, et si tout se passe bien, il y a du profit. Ça va satisfaire l'actionnaire. Et puis il y a aussi la planète,
avec des poids plus ou moins importants suivant les contextes. Je peux vous parler d'un client au Moyen-Orient. Quand on sait ce qu'il y a sous le sol, quand on est à parler, je peux vous dire que l'énergie, j'ai du mal à les convaincre. Mais il y a donc la satisfaction du client. L'actionnaire, dans le quotidien, se traduit dans 95% des cas par la notion de juste nécessaire. Et puis, derrière, il y a quelque chose d'essentiel, ce sont les personnes. Mais les personnes, elles n'ont pas que le rôle de satisfaire le client, parce que le contexte est toujours mouvant, et donc ce contexte mouvant nécessite d'être dans une démarche quotidienne d'amélioration continue. J'appelle même pas ça amélioration continue, je dis d'amélioration sans fin. Et cette amélioration sans fin, elle ne peut pas venir juste de quelques ingénieurs brillants qui donnent de bonnes idées de temps en temps, et on change la machine, mais quand on l'a changée, ben, il faut vivre avec. C'est vraiment ce que j'appelle les initiatives convergentes de tous. Et cette notion d'initiative convergente, ben, écoutez, pour l'illustrer, allez, on est sur un terrain de handball. Je suis joueur de handball. Voilà, on est en plein match. Je reçois la balle. Super. Alors là, qu'est-ce que je fais? Oh ben, je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable, donc je garde la balle. Allô, chef, j'ai la balle, qu'est-ce que je fais? On voit bien que c'est idiot, quoi. La vraie vie, c'est une accumulation d'initiatives avec un objectif sur le terrain. Ben, je sais bien c'est quoi l'objectif, mais le contexte, ben, il n'y a pas une procédure qui dit quand tu es exactement dans ce contexte. Donc, quelle que soit l'activité, comment je fais pour donner à chacun un espace de liberté, un sens qui lui permette de développer ce que j'appelle ces initiatives convergentes. Puis, il y a quelque chose de superbe avec la haute performance durable. Elle est durable par les personnes, elle est haute par la culture, et dû à cette culture, ben, on tombe sur quelque chose qui marche bien, qui est quand on est bon partout. Parce que quand on dit cette année, l'objectif c'est ça, l'année d'après, l'objectif c'est ça, et donc on perd ce qu'on avait fait l'année d'avant, la troisième année c'est ça, et on se dit, ben, ouais, mais non, c'est quand la culture a intégré un sens et des objectifs communs et cette notion d'initiative, on arrive à de la performance partout. Alors, juste, je cite, mais on ne va pas s'apesantir, c'est je mesure ça en sécurité des personnes, qualité, coût, délai de livraison, enfin respect des délais, motivation, enfin en anglais c'est moral, ce qui est un peu plus large que motivation, et nature. Alors, mets l'image là, parce qu'on va voir qu'on peut regarder ça avec un petit schéma de quelqu'un qui a travaillé dans l'automobile, mais ce n'est pas très grave, ça va vous aller. C'est celui d'avant? Celui d'avant. Ah, celui d'après. Celui d'après. Ah, tiens, il y a une erreur d'ordre, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez, il y a le personnel et le client, et il y a l'actionnaire. Et puis, ce qui se passe entre le personnel et le client, c'est le moteur. C'est ce qui fabrique la performance. Ce qui se passe entre toutes les activités de l'entreprise et, je mets l'actionnaire pour simplifier, c'est le chronomètre. Ça mesure bien ce qu'on a fait. Et alors, là, il y a quelque chose de tout à fait important que je voudrais partager avec vous. C'est si je m'intéresse à la performance, je mesure le résultat. Si je m'intéresse à l'amélioration de la performance, je m'intéresse au moteur. Alors, prenons l'exemple, encore dans le sport, d'un sprinter. Il fait le 100 mètres, je peux me mettre à l'arrivée et lui dire « tu ne vas pas assez vite, recommence. Tu ne vas pas assez vite, recommence. » Et puis, au bout de 50 fois, il est fatigué, de toute façon, ça ne marche plus. Mais je m'intéresse. Non, si je veux le faire progresser, je vais, avec une caméra rapide, regarder chaque détail du mouvement,
la position au départ et on va travailler des variantes jusqu'à ce qu'on trouve l'optimum. Donc, vous voyez bien que si je m'intéresse à la performance, je mesure le résultat. Si je m'intéresse à l'amélioration de la performance, je regarde le moteur. Et ça, c'est vraiment important. Mais pour ceux d'entre vous qui sont coachs, c'est la même chose. On s'intéresse, bien sûr, à la fin de chaque séance, on passe 5 minutes ou 10 minutes à faire la mesure du résultat de la séance, mais surtout, on s'intéresse au moteur de nos clients. Je vais vous donner un exemple. Alors, Laurent vient de changer de société avec une belle promotion puisqu'il vient de passer d'une société où il était directeur d'usine à directeur industriel de cette belle ETI. Et il fait appel à moi avec comme objectif premier bien réussir ma transition vers directeur industriel. Puis, les séances s'enchaînent, il y a des choses qui se passent bien, puis à un moment, je sens que ça patine. Il est content à la fin des séances parce que... Il est content à la fin des séances. Pardon. C'est notre image. Ah oui, oui, oui. Même ça, c'est pour nous. Eux, ils l'ont toujours. Oui. Il est content parce qu'il a compris des choses, mais je sens bien, alors je ne sais pas pour vous dans vos expériences, mais ça arrive de temps en temps comme ça, un plateau, on sent que ça patine un peu. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que tout ce qu'on fait dans ces moments-là, il le prend comme un ingénieur, c'est-à-dire c'est très intelligent, c'est très rationnel, il comprend, il est content parce qu'il a compris un peu plus à la fin de la séance, mais je n'ai pas atteint le moteur. Puis, après 2 séances comme ça, je crois, peu importe, il me parle, il arrive et dans le « comment ça va ?» il dit « Ah, je suis content, ma fille qui a 12 ans a fait son premier saut en parachute. » Je dis « À 12 ans ?»« Ah oui, il me dit « Oui, avant, on ne peut pas. » Et puis, je sens qu'il y a quelque chose, et quand je sens qu'après la séance, ça se met aussi, je dirais, on avance, mais pas à la bonne vitesse, je le fais parler du sport. Ah, il est content, il me parle des sports qu'il fait. Lui, il habite dans la montagne, alors lui, ce qu'il aime bien le samedi, c'est une séance de VTT du style 70 km, 3500 mètres de dénivelé, et puis des choses comme ça, du sport qu'on appellera un peu des trucs extrêmes. Alors, je le fais parler, puis... Ah oui, il fait part de son plaisir, jusqu'au moment où je reformule en disant, je ne sais plus exactement les mots, mais c'est, en somme, c'est bon quand ça fait mal. Ah, il me dit oui, c'est ça. Et je lui dis, et dans le management, dans ton rôle de manager, et là je le vois qui s'arrête, grand silence, et il me dit, ah ben là tu m'as bien eu. Ben, c'est ça, c'est là qu'on sent qu'on est au moteur. Et c'est pas j'ai mesuré, non, c'est parce que j'ai focalisé sur le moteur que j'ai créé le résultat. Et puis, alors, je pourrais en donner 1000 exemples, mais ce qui est difficile dans ce que j'ai choisi comme rôle chez mes clients, c'est de combiner en permanence des évolutions techniques ou des évolutions, je dirais, de mode de fonctionnement opérationnel, donc on peut dire techniques et des changements comportementaux. Et ce qui est important, c'est d'avoir les deux en même temps, c'est-à-dire d'abord imposer des nouvelles méthodes et après dire, bon, maintenant, on va faire en sorte que les mecs, ils l'acceptent. Quand je dis les mecs, c'est très générique, hein, mesdames, ne vous sentez pas exclus. C'est pas raisonnable, il faut que ce soit en même temps. Et ça, on va y revenir, je crois. Alors, la performance, alors tu détailles dans le livre de façon très structurée sur quoi on peut bâtir cette haute performance pérenne. Et ça va surprendre personne que la première brique, c'est la confiance collective et individuelle. Et donc, en fait, je voulais que tu nous parles un petit peu de ça, comment on construit la confiance dans l'entreprise. Est-ce que... Vas-y. Ah oui, bon. Bon, bah, écoutez, d'abord, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est entre confiance et bien commun relationnel. Le bien commun relationnel, c'est le système qu'on veut construire.
Et tout ce qui construit la confiance, ce sont les briques avec lesquelles on construit le bien commun relationnel. Parce que le bien commun relationnel ne fonctionne que si les gens sont en confiance. Or, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans l'entreprise, la confiance, elle reste limitée souvent. Je parlais, il y a quand même des beaux restes culturels du taylorisme qui devient en porte-à-faux avec le contexte sociétal parce que la société d'aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle de 1900, avec des immigrants illettrés qui arrivent aux États-Unis et qu'il faut occuper. Donc, on est dans un monde différent. Et donc, cette confiance, je vous propose de l'aborder avec une image de ce que j'appelle les before now ou les avant maintenant. Alors, c'est quoi les avant maintenant? Finalement, c'est celle d'avant, ça aurait dû être celle d'après, mais ce n'est pas très grave. Alors, celle-ci, j'ai laissé l'origine d'Amaway, Danone Manufacturing Way, qui a été suffisamment un succès pour que ce soit transformé en Danone Management Way et élargi en dehors de la partie industrielle. Alors, il s'agit quoi avec un avant-maintenant? C'est un point sur lequel on peut s'améliorer. Là, j'ai pris un point qui est un peu technique, mais c'est parce que ça permet d'aborder d'autres sujets intéressants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on Alors, peut regarder alors? Avant, on voit l'opérateur, pour charger les cartons sur la machine formeuse de carton, il doit monter plus de 100 fois sur ses 8 heures sur une plateforme de 2 marches. Et maintenant, il n'y a plus la plateforme parce que la machine a été surbaissée. OK? Alors, il s'agit de prendre des points d'amélioration, mais qui peuvent être beaucoup plus simples que ça. Simplement, celui-ci, vous allez voir, il nous dit beaucoup de choses. On se met d'accord avec tous ceux qui sont concernés, on réalise rapidement la transformation. Alors souvent, c'est des petites choses qui peuvent être faites dans la semaine, mais qui aident au quotidien. Et puis on prend une photo avant, il ne faut pas oublier de l'avoir prise, parce que souvent c'est celle qui manque. On prend une photo maintenant que l'amélioration est faite, on les met ensemble comme sur cette feuille qui est vraiment l'original, et c'est affiché sur la zone où l'amélioration a été faite. Pas dans le bureau du comité, pas dans la salle de réunion du comité de direction, non, là où ça a eu lieu. Et puis ça permet d'aborder un tas de choses. Alors, je vais vous prendre un exemple. Dans une belle usine qui est, peu importe, la première journée, je vais faire, alors, je ne dirais pas un audit, mais plutôt sentir les choses, une visite, je sens les choses, et on sent bien que l'ambiance est plutôt sympa, c'est bon enfant, soyons clairs, on gagne de l'argent, donc c'est plus facile, mais les gens sont encore dans leur rôle des exécutants, et y compris sur un point, en se disant, mais ça ne marche pas. Oh, vous inquiétez pas, on sait que ça ne marche pas, on surveille. Voilà. Hein? C'est comme ma 2 chevaux quand j'étais étudiant. Il y avait quelque chose, il y avait des démarreurs ne marchaient pas bien, mais je surveillais chaque week-end. Bon, ce n'est pas raisonnable. Et on se met d'accord sur démarrer avec des avant-maintenant pour redonner du pouvoir aux gens qui font, et on choisit une zone pilote. Avec le manager de la zone, le lendemain matin, on regarde. En 2 heures, on a trouvé une 12aine d'améliorations simples, et on se met d'accord. Il va en parler avec les gens en faisant des propositions, et lui, très, très content de ça, et enthousiaste, il me dit, je m'engage à en faire 12 par mois, 3 par semaine, réalisés, parce que les idées, c'est bien, mais ce n'est pas du progrès. Ce qui est du progrès, c'est la réalisation. 12 par mois. 12 par mois. Très bien. Je viens un mois après, il était très content, il y en avait 15, et je lui dis, ça marche. Il me dit, les gens sont super contents. Je lui dis, est-ce que les opérateurs donnent des idées d'amélioration? Il me dit, non, mais ils sont contents. Alors, je reviendrai sur ce point pour dire 2 choses. C'est d'une part qu'on peut en faire beaucoup. Au bout d'1 an, on était rendu à pas loin de 200, et au bout de 2 ans, pas loin de 400.
Et donc, ça paraît incroyable, dans une zone qui était quand même limitée, le nombre d'améliorations qu'on peut trouver quand on se met à se focaliser là-dessus. Prenons maintenant l'aspect un peu plus théorique de la confiance, les leviers de la confiance. Puis on va regarder cet exemple à partir des grands leviers de la confiance. Le premier levier, c'est ce que j'appelle le respect, mais surtout ce que j'appelle l'équivalence humaine. C'est-à-dire, je regarde une personne comme une personne. Ça, c'est mon passé scout, où j'ai appris à ce que chacun doit être respecté dans sa contribution à l'œuvre commune, et chacune est respectable. Mais ce n'est pas simplement dire c'est une personne, donc chaque matin je passe dire bonjour, etc. Ça, c'est ce que j'appelle la visite électorale. C'est au contraire les vraies conversations professionnelles. Comment je peux parler avec chacun du travail? Alors, ça peut être avec chacun, avec l'équipe, mais on s'intéresse au travail, au moteur, comment ça se passe. Et puis, une reconnaissance de la contribution de chacun, ce que j'appelle la reconnaissance du travail quotidien et la reconnaissance au carré du travail exceptionnel. Les contributions exceptionnelles, c'est soit il y avait une difficulté complètement inhabituelle et on a su la surmonter, soit on a une idée de progrès et qui fait progresser tout le monde. Ça, c'est important. Le deuxième chapitre, c'est l'attitude positive. Alors, l'attitude positive commence par savoir célébrer même simplement les succès. Alors, là aussi, je vais prendre un exemple. Quand j'ai pris la direction qualité, vous savez, être manager qualité, c'est quand même un boulot où on s'intéresse surtout aux problèmes et aux emmerdements qui tombent. Et donc, on avait, avec les directeurs qualité des différentes régions du monde, une dizaine de personnes, tous les 2 mois une réunion, chaque fois sur un site différent. On est en image ou sur... Oui, vas-y. On est toujours en image en même temps. Il voit les deux. Ah bon, je ne sais pas comment c'est parce que... Si, on te voit. Et les réunions commençaient et chacun y allait, de chez nous il y a ci, il y a ça. Bref. Alors on s'est mis d'accord sur un petit rite. Je disais qu'une communauté humaine, il y a aussi des rites, qui est le rite des golden nuggets, des pépites d'or. Chacun, avant la réunion, choisissait dans son secteur, dans son domaine, dans sa région, un progrès dont il était particulièrement fier au cours des 2 derniers mois. Et la règle, c'était un slide, 1 minute. Une image, une photo, de préférence une photo, pas beaucoup. Et chacun présentait ça, et ça change complètement le démarrage de la réunion. On commence par 10 points de progrès, y compris moi, j'en présentais un, 10 ou 12 points de progrès qu'on partage, du coup, sans que j'ai eu à le demander, et de toute façon, je n'aurais pas demandé parce que ça n'a pas de sens, ce genre de choses. Les mecs se sont mis à s'applaudir les uns les autres et il y a une certaine fierté. Je dois dire aussi qu'il ne faut pas être naïf. Ça met aussi un peu la pression si je dois présenter quelque chose. Mais c'est une pression positive, ce n'est pas du tout la bande de cloportes. Si vous ne faites pas ça, je vous coupe la tête. Mais il y a aussi parfois pas que les succès. Et puis, oui. Et l'autre point, c'est de savoir dire bienvenue au problème et droit à l'erreur. Je mets toujours bienvenue au problème avant droit à l'erreur, parce que le droit à l'erreur, c'est quelque chose, j'allais dire, oui, alors que bienvenue au problème, c'est ah, tu as mis en lumière ce problème, super, merci, on va pouvoir progresser. Alors que le droit à l'erreur, c'est pas merci, tu as fait une erreur. C'est tu as fait une erreur, regardons ce que c'est et comment on en fait une opportunité de progrès. Tout ça, vous l'avez bien dans les avant-maintenant. Il y a bien la reconnaissance des personnes. Quand on parle de l'amélioration, c'est bien une vraie conversation professionnelle, c'est bien une reconnaissance, le fait de l'afficher, c'est bien une reconnaissance de la contribution. Le fait de l'afficher, c'est aussi déjà célébrer un succès. Si en plus, à la fin de la semaine, quand je vais dans le chantier, alors que j'ai pris en usine, mais vous vous rendez bien compte que dans les bureaux, c'est pareil, j'y reviendrai, à propos des valeurs. Et puis, il y a le développement des personnes. Et ça, les managers puissants et qui ont du succès, tous ceux que je connais sont des gens qui sont obsédés
passionnés par le développement de chacun des membres de leur équipe. Alors évidemment, ce n'est pas tout le monde pareil, mais c'est une contribution extraordinaire à l'engagement de tous. Alors tout ça, ça doit avoir du sens, c'est-à-dire que ça se fait au nom d'une vision et au nom de valeurs. Alors la vision, on y reviendra, mais les valeurs, ce n'est pas écrit au mur une belle affiche comme je vois dans certaines entreprises, nos valeurs. Hein, ce que j'appelle un nous assez singulier. Ça vient du siège et il y a nos valeurs. Mais regardez ça, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de Before Now, dans tous, il y en a. Quand je regarde un gars qui doit monter, alors ça pourrait être une femme, mais là c'est un gars, puisque c'est Edson, qui monte 100 fois par jour sur 2 marches pour alimenter. Qu'est-ce que je vois comme valeur? Il y a une valeur claire qui dit la machine est plus importante que l'opérateur. C'est à l'opérateur de s'adapter à la machine et non pas la machine de s'adapter à l'opérateur. Je vois une autre valeur, mais ça je le sais parce que c'est moi qui ai fait l'expérience. Avec cet opérateur, on a regardé et en fait, il y avait quelque part bloqué dans les modèles mentaux le fait qu'une machine, c'est comme ça et il faut faire avec. Alors qu'en regardant le pas de la machine, c'était très facile et pas très cher de la raccourcir de 30 cm. C'était caché, il fallait enlever le capot. Fallait enlever le capot. Oui, mais c'est toujours, c'est ça quoi. Il faut regarder vraiment jusqu'au bout les choses. Alors, il y a aussi autre chose dans les valeurs. C'est quand je passe de Before à Now, qu'est-ce que ça change dans la relation entre le manager et le managé? Ben, sur cette opération, le manager, il est au service du manager. Et ça, c'est un changement absolument extraordinaire qui permet de débloquer certains trucs qu'on n'osait pas dire. Enfin bref. Et puis, j'ajouterais quelque chose pour la confiance, c'est ce que j'appelle le cadre quotidien, c'est-à-dire la partie convivialité, la machine à café, une cantine, s'il y a une cantine qui a assez belle gueule, quelque chose, pardonnez-moi, mais c'est tout à fait important, en particulier dans les usines, des toilettes dignes de ce nom. Oui, ça te fait rire, mais c'est sacrément important. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois au milieu d'une visite d'usine, tout d'un coup, j'ai une envie. Alors, on me donne le plus proche et je vois la vérité. Parce que si j'attends d'être dans le bureau du directeur pour poser la même question, je ne vois pas la même chose. Et ça, il faut faire attention quand même. C'est comme la machine à café, c'est la partie bien commun de convivialité, au sens le plus large, c'est-à-dire le confort. C'est absolument indispensable, mais c'est insuffisant. Et bien qu'indispensable, je le mets à la fin, parce que trop souvent actuellement, tout ce qui s'écrit, tout ce qu'on voit sur le bien-être au travail, il faut faire attention, c'est du bien-être sur le lieu de travail, mais ce n'est pas du bien-être dans le travail. Et c'est très différent, le bien-être sur le lieu de travail et le bien-être dans le travail. Si je veux faire converger le bien-être des personnes et le succès de l'entreprise, je dois m'intéresser au bien-être dans le travail. Alors, on a ces éléments-là, on a la confiance, on a un peu renversé les choses. Et là, il y a quand même la partie suivante, moi, m'a vachement intéressé. Il y a une expression qui m'a beaucoup plu sur le rôle du manager. Le leader, pour donner du sens au travail, il faut manager à partir du futur. Alors, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par le futur et cette relation au temps dans le leadership? Le leadership, c'est toujours l'engagement personnel de faire advenir un futur différent. Alors, c'est vrai avec des échelles de temps, des échelles de taille très différentes, mais c'est vrai, si tu veux, le général Bonaparte au pont d'Arcole, j'attrape le drapeau et je fonce à l'avant de mes troupes, sabre au clair, etc. C'est bien un engagement personnel fort. Les Anglais ont un mot que je connais bien, commitment, qui n'a pas son équivalent en français. Donc j'appelle. Traduit engagement. Je le traduis par engagement sincère et fort. Il y a une plaisanterie en américain qui dit qu'au petit déjeuner, quand tu manges des œufs au bacon,
la poule est impliquée et le cochon est committed. Alors, c'est le cas, si j'ose dire, sauf qu'il n'en est pas mort, mais du général Bonaparte qui prend le drapeau. C'est bien pour faire advenir un futur différent. Et là, c'est une forme très courte, très brillante. Mais il y a aussi Mandela. Mandela fait aussi advenir un futur différent, mais sur la longueur, beaucoup plus culturel. Et je suggère aux entreprises je ne dis pas d'oublier les Bonaparte, parce que quand il y a des crises, on en a besoin, mais surtout de reconnaître aussi les Mandela. Pardonnez-moi, je prends des champions, faisons ça à notre échelle. Mais toi, par exemple, tu as mis en œuvre ce principe quand tu étais manager. Oui, mais oui. C'est pour ça que c'était... Mais je me souviens chez Danone, le vrai changement est arrivé le jour où la DRH du groupe, pendant presque un an, j'ai travaillé en sous-marin, c'est-à-dire, j'expliquais, mais dans cette boutique de marketing, ce que je disais n'était pas forcément... c'était reçu positivement, mais sans engagement. Et un jour, je reçois, à 7h30 du matin, 7h15, il y a la DRH du groupe qui arrive à mon bureau, puisque c'était des open space, et elle me dit, Christian, j'arrive de Tcherouf, une usine en Russie dans laquelle on avait vraiment bien travaillé. J'ai vu des choses extraordinaires. Et bien, ça a permis de démarrer une vraie conversation. Mais là encore, c'est l'action qui fait les choses. Ce n'est pas juste dire j'ai une vision. Et tiens, mettons le slide. Et on est sur quelque chose qui est... Non, le précédent ou le suivant. Voilà, celui-ci. Et on est sur quelque chose qui est un paradoxe managérial tout à fait intéressant, c'est la construction du leadership partagé, du leadership collectif, démarre par un leadership personnel fort parce qu'on a un credo que ça peut arriver. Alors, dans le travail du manager, j'aime bien utiliser ce schéma qui est tout simple puisqu'il dit il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. C'est copyright, Christian. Oui, le fait qu'il y ait le passé, le présent et le futur, c'est un copyright, effectivement. Le temps du management, c'est a priori le présent, parce que c'est dans le présent que je prends des décisions, que je choisis de faire des actions. Des observations. Et je propose de classer les actions décidées dans le présent en deux catégories, la réaction et la proaction. Le mot proaction n'existe pas en français, il existe en anglais. Mais proactif, tout le monde sait ce que c'est. C'est-à-dire que quand je décide de faire quelque chose, ça peut être décidé par quelque chose qui vient du passé, que ce soit une réclamation client, que ce soit une panne machine, que ce soit un coup de fil du siège qui me demande d'envoyer tel document, peu importe. 80% de l'activité, même sans... Quand je suis arrivé chez Danone, on m'a mis, c'était l'ancien siège, on m'a mis dans un beau bureau avec un grand bureau, une belle pièce avec un grand bureau. Les 3 premiers jours, j'aurais pu faire une prière. Mon Dieu, donnez-moi quelque chose à faire. Un mois après, c'était, mon Dieu, pas tant, pas tant. Simplement en étant actif, on occupe 120, 200% de son temps. Mais il y a autre chose de tout à fait important, c'est quel futur je veux construire. Et dans le futur, il y a des possibilités. À partir de possibilités, on se crée une vision. Mais ce qui est important, c'est un moment de passer de la vision, de l'ambition, parce que souvent le mot vision, beaucoup de managers pensent que quand on a dit vision, il faut dire on va sur la Lune avant la fin de la décennie. Alors, disons ambition, et c'est l'engagement. C'est-à-dire, je m'engage à faire advenir ce futur différent. C'est ce que j'appelle « je manage depuis le futur ». Mais ce sont des choses que vous connaissez. Alors d'abord, quand j'en parle avec les managers, très souvent, ils me disent « j'aimerais bien m'occuper plus des actions de progrès, mais tu comprends, on est déjà débordé, il faut bien faire tourner la boutique ». Alors c'est vrai, bien sûr qu'il faut résoudre les problèmes, et bien sûr qu'il y aura encore des problèmes, mais le plus gros des problèmes, c'est quand 100% du temps du manager est pris par la réaction sans proaction.
Et puis, je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé aux États-Unis comme VP Quality d'Amérique du Nord, c'est parce qu'il y avait, en 2010, il y avait encore 15% de croissance de business en Amérique du Nord, alors qu'ailleurs, c'était très ralenti après 2008, et il y avait des problèmes qualité. Et je trouve, je savais, une équipe qualité qui était assez sur l'administration de la qualité et non pas le management proactif, enthousiaste de la qualité. Alors, on se réunit pour construire notre vision. La division Amérique du Nord avait une ambition, c'était atteindre tant de milliards de dollars par la supériorité produit. C'est génial pour faire le lien avec la qualité. On en parle. Ben, comme toujours, souvent dans ces réunions, ça commence par les émotions, en disant les gens ne nous écoutent pas, tout le monde s'en fout, on écrit des procédures, les gens ne les suivent pas. Bon, ça ne m'a jamais étonné qu'on écrive des procédures et que les gens ne suivent pas, mais ça, c'est une autre question. Et donc, il faut travailler plus en profondeur, réfléchir, utiliser des exercices. Ben, dans les outils de coach, il y a des choses comme ça, pour regarder la réalité avec différents angles. Et en ayant commencé à 10 h du matin, au Texas, dans un endroit magnifique, on se retrouve en fin d'après-midi avec tout le monde d'accord en disant il faut qu'on trouve un moyen pour que les personnes de l'entreprise, toutes les personnes de l'entreprise, se sentent plus personnellement concernées par la qualité. Là, on s'arrête une nuit, parce que c'est toujours important d'avoir un temps de repos pour bien remettre les idées en place. Pour moi, il faut une nuit. Et le lendemain matin, on se remet au travail et on se met d'accord sur le slogan chaque Danoneur, puisque c'était Danoneur, chaque Danoneur connaît et est fier de sa contribution à la supériorité produit. Et là, tout le monde est content. Et je vois les gens avec le sourire. Grand danger. C'est le moment où on risque de tomber dans ce que j'appelle la bonne volonté à l'état gazeux. C'est-à-dire, tout le monde est content et il ne se passe rien. Et ça, je pense que tout le monde a connu ce type de situation. Et donc, aussitôt derrière, on a pris chacun des membres de l'équipe en disant, toi, directeur qualité achat, aux achats, qu'est-ce que ça voudrait dire? On s'est mis Donc, chacun s'est mis à projeter cette vision dans sa réalité et non pas dans la réalité du groupe sympa dans un bel hôtel au Texas, ce qui est plus facile que dans la réalité quotidienne. Et puis, dans les semaines qui viennent, on a eu des réunions avec le directeur achat, la responsable qualité achat et moi, mais c'était le responsable qualité achat qui était en première ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire Et on a choisi partout des actions qui permettent de transformer. C'est la première cause d'échec des belles visions qui sont données, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la vision dont on parle et la réalité quotidienne. Pour deux raisons, soit pas d'action, ou alors parce que c'est tellement loin comme vision, on va aller sur la Lune. Bon, ça va, quand on est les États-Unis, on peut essayer, et réussir d'ailleurs. Et dans ce cas-là, quelquefois, il faut prendre ce que j'appelle une vision étape qui permet d'avancer. Alors, si tu veux passer le slide suivant, pour passer à l'action, il y a une règle qui, pour moi, est essentielle. Alors là aussi, tu vas dire, il y a un copyright. Oui, il y a un copyright. C'est... Excuse-moi. Non, c'est avant. Voilà, celui-là. Avec les trois cubes. Oui. C'est de dire, l'action, c'est finalement une stratégie. Mais avec l'action, il y a aussi un travail qu'on a fait sur les valeurs. Et pour moi, la vision, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, c'est le quoi, et la stratégie et les valeurs, c'est le comment. La stratégie, c'est quel principe commun d'action, c'est largement technique, et les valeurs, c'est quel principe commun de comportement collectif. Et ça a vraiment du sens. Mais ça donne aussi les règles du jeu, plutôt que, je reviendrai là-dessus, mais c'est des choses que vous connaissez bien. À la maison, là où on n'a plus l'artificiel du raisonnement en entreprise, à la maison, monsieur ou madame
Madame, le soir, en rentrant le soir, elle aime bien, il y a un piano dans le séjour, d'ailleurs, quand elle est fatiguée, un petit peu de Bach, ça remet les neurones en ordre et au calme. Et puis, il y a le petit qui a 5 ans, il s'intéresse vraiment bien au piano. Il ne fait pas que faire ding-dong-dong, il commence déjà. Et d'un seul coup, ça crée quelque chose qui est bien une vision, c'est, on a la visite d'amis, et madame qui aime bien jouer du piano, qui dit « Ah oui, le petit Joseph, il est vraiment bon. Je pense que quand il aura 10 ou 12 ans, il sera meilleur que moi. » Qu'est-ce que c'est ça, sinon une vision? Qu'est-ce que c'est ensuite un management du futur? D'ailleurs, on va l'inscrire au conservatoire avec les enfants. Ça, c'est la partie stratégie. Et puis, il n'y a pas besoin de donner des règles du jeu. À chaque fois que madame, elle peut être à l'autre bout de la maison, ou monsieur, ils entendent le petit Joseph qui commence à pianoter, aussitôt ils arrivent, et le gamin sent bien qu'il y a une valeur. Alors là, on n'est plus dans les valeurs collectives, mais c'est le même principe. Il y a bien le côté technique et le côté comportemental qui sont mis en œuvre. Et ça, il n'y a personne qui dit « je vais faire une théorie ». Ça marche au quotidien. Alors, il est 19h. J'avais une question que moi, ça m'a beaucoup marqué, surtout en rapport à Mosaïque. C'est quelque chose qui est cher à nos cœurs, à tous. Et tu disais, il y a une question, avec tout ça, il y a une question très précise d'attitude. Les Américains, attitude. OK ? C'est beaucoup. Et toi, tu parles d'attitude positive et attentive. Donc, oui. Si on construit là-dessus. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce chapitre-là, sur l'attitude positive et attentive, c'est l'idée que on peut l'articuler avec un élément très fort qui est le développement des personnes. Oui. Que tout manager est un formateur. Et tu prends un exemple qui était super chouette à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette attitude positive? D'abord, j'ai mis attitude positive et attentive parce que j'avais d'abord été écrit attitude bienveillante et j'ai trouvé que c'était vague. Tapez bienveillance sur LinkedIn, vous avez 3 millions de réponses avec 250 points de vue différents. Pas souvent professionnel. Et donc, j'ai essayé d'être un peu plus précis avec positif et attentif. Alors, positif, oui, c'est voir dans chaque situation une opportunité, tout simplement, une opportunité d'avancer vers la vision. Et c'est tout à fait important, ça signifie que dedans, il y a des succès dont on a parlé, c'est-à-dire savoir reconnaître les succès. Il y a bienvenue au problème, droit à l'erreur, puisque tout ça, c'est une attitude positive en face de quelque chose qui vient. C'est de la réaction, mais c'est aussi de la proaction dans la mesure où ça part d'une vision qui est que chaque situation est une opportunité d'avancer. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus qui est vraiment le développement des personnes, c'est-à-dire voir dans chacun de mes équipiers un potentiel. Il y a un auteur qui écrit, une philosophe, j'ai oublié son nom, peu importe, qui dit permettre à chacun d'être un peu plus que lui-même. Et ça, je le trouve formidable comme expression, parce que ce n'est pas permettre à chacun d'être président, directeur général demain matin à l'aube, c'est chacun est regardé comme pouvant progresser d'un pas. Et intéressons-nous à ce pas avant de parler de lui. Non, c'est tous les jours, on va faire progresser un peu. Et ça, c'est toujours lié au sens. Parce qu'on ne reconnaît quelqu'un qu'au regard d'une ambition, d'une vision. Oliver Twist, qui apprend à être pickpocket, et Mozart, qui apprennent le piano, ça n'attire pas tout à fait les mêmes messages positifs. Et ça les fait évoluer sur des trajectoires différentes. Mozart écrit dans une lettre « Chaque fois que je m'approche d'un clavier, mon père venait m'aider. » Et m'aider, c'est quoi? Si c'est pas reconnaître les succès, bienvenue au problème, droit à l'erreur, et c'est bien la vision positive. Alors, on peut donner 1000 exemples. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui.
puis, si, il y a un point que je veux mettre ici dans les points de reconnaissance, c'est que je veux parler des sous, parce que sinon, on n'aura pas d'occasion d'en parler. Et les sous, ça fait partie de la reconnaissance, mais ce n'est pas les sous qui sont de la reconnaissance, c'est la façon dont on l'organise. Et une DRH, Sandrine, avec qui j'avais bien travaillé dans des usines, se retrouve ailleurs et DRH d'un groupe de services qui emploie beaucoup de main-d'œuvre et qui est du service de luxe, peu importe d'ailleurs où c'est. Et un jour, elle m'envoie un email en disant « Christian, tu vas être fier de moi ». Et je l'appelle, on en parle, elle dit « J'ai réussi à obtenir du COMEX le fait que l'intéressement soit flat ». C'est-à-dire, ça n'empêche pas le directeur général de gagner probablement 10 ou 20 fois ce que gagne la lingère, mais à la fin de l'année, la partie d'argent qui est reversée aux salariés est reversée de la même façon, de façon uniforme. Et ça, je trouve ça formidable. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'appliquer partout, je dis simplement que la question qui se pose, ce n'est pas de la rémunération des bonnes idées, c'est la question du partage de la richesse créée ensemble. On a un résultat ensemble du travail de tous, comment on le partage? Et là, il y a 10 solutions. Je ne vais pas vous dire, mais je cite celle-ci parce qu'elle est vraie, ça m'avait fait plaisir. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas, tu viens au boulot, tu es payé pour ton travail, et si tu donnes des idées, eh ben, on va te donner plus de sous parce que tu es venu avec ton cerveau, alors que d'habitude, tu le laissais au vestiaire. C'est vraiment, c'est comment on partage la richesse comment créer ensemble. Là, il y a 10 solutions, je m'arrête là. Et puis enfin, j'avais noté, c'est toujours positif et jamais naïf. C'est-à-dire qu'on a parlé du droit à l'erreur, mais on n'a pas droit à la faute. Et c'est quoi une faute? Une faute, c'est quand on transgresse les règles communes. On a des valeurs, on décide de règles communes. Et s'il y a transgression des règles communes, il y a sanction. Et ça, c'est pas... ça fait partie de l'attitude positive. Parce que sinon, je ne fais pas correctement la promotion des valeurs. Si quand on est hors-jeu, le hors-jeu n'est pas sanctionné, ben, c'est bien, ce n'était pas la peine d'écrire les règles du jeu. Et voilà, alors, moi j'aime bien ça parce qu'il y a un exemple d'usine dans ton livre où tous les employés sont formateurs. Alors, il y a du travail pour Mosaïque, c'est bien. Christophe est très content, on voit. Ah oui, ça c'était. J'avais donné ça comme règle, mais c'était il y a longtemps. C'est quand j'étais chef d'Assyrie, j'ai été nommé chef d'Assyrie en 85. Et j'avais donné une règle, c'est tous les membres de l'encadrement. Dans la sidérurgie, il y avait beaucoup de gens qui étaient agents de maîtrise. Maintenant, c'est contremaître chef, ingénieur, tout ça. Et j'avais dit, tout membre de l'encadrement est un formateur. Et on avait mis en place un système de formation qui fait que chaque membre de l'encadrement avait au moins une fois dans l'année une session formelle de formation. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans la sidérurgie, je vous disais, j'ai trouvé des décalages entre la pratique et ce que j'avais comme idée. En tant que responsable performance, mon premier grand projet, ça n'a pas été d'appliquer la thermodynamique à l'élaboration, si, quand même, mais aussi de créer un CAP d'aciériste par unité capitalisable. Donc, j'ai créé un CAP d'aciériste, mais ceci date des années 80, vieille histoire. Tu voulais dire quelque chose? Ah, c'est une question pour Christian. Je vais la répéter. Oui, je veux bien. C'est dans tout ton parcours, ce manager étrange que tu nous décris, étrange et venu d'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir comment tu as réussi à faire pour que le manager étrange que tu es ne soit pas rejeté par le système comme un virus. Alors ça, il y avait une très bonne transition de l'approche systémique qui était le de la prochaine. Oui, alors là, comment ça se fait? Je vais vous dire, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces démarches. Alors d'abord, en 80, quand j'ai été. Regarde, le restaurant, c'est pas la gaieté, c'est la gaieté. C'était
mon directeur du Mais je crois qu'à disait, je Paris t'embauche aussi, hein, comme la directeur Guinée, japonais c'est comme pour ça, dire, non? pour appliquer les méthodes japonaises que maintenant on appelle Lean, mais qui à l'époque n'avaient pas encore le nom. Il y a un super sous-chapitre sur le management japonais, sur des exemples. Oui. Bienvenue. Et alors, Ah, voilà, c'est ça. Ultréma. Voilà. ce que j'ai Mais pas ça parce que c'est à l'époque, ce qui se disait dans les publications de l'époque, c'était la première étape, c'est l'engagement de la direction générale. Ben, il faut que je vous dise, au début j'ai essayé de croire, mais j'y crois pas. C'est bien quand on l'a, je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais chez Danone, quand je suis arrivé, il n'y a personne qui savait ce que je faisais. Je dis, j'ai passé un an en sous-marin, c'est-à-dire que c'est à un moment, le changement, mais c'est vrai dans la société aussi, dans notre société, les changements sont plus locaux que globaux. On l'a vu à propos du virus et du confinement, des mouvements dans un quartier, des jeunes qui se mettent ensemble pour livrer les provisions aux vieux. C'est les initiatives locales qui font prendre, qui alimentent des prises de conscience plus larges. Et c'est quand il y a des changements, on dit, il se passe quelque chose là. Alors, je vais te dire, c'est un truc qui est assez, je dirais, je ne sais pas s'il faut le prendre positif ou négatif, peu importe, mais il y avait une journée, il y avait eu des mouvements de grève, etc. Donc, toutes les parties de la société sidérurgique avaient fait une ou deux journées, une journée de grève, et à la Syrie, les gens avaient fait 2 heures de grève pour montrer leur solidarité. Et ça pose des questions. Comment ça se fait? Et que là, je vais vous dire, le délégué syndical un peu dur, quand on parlait de sécurité, au bout d'un moment, si on est vraiment sincère dans son engagement, il a bien vu que ma réflexion sur la sécurité, que le travail qu'on faisait, et moi, c'est le CHS, qui est devenu CHSCT, puis plus maintenant, mais c'est le CHS qui a créé un lien entre le manager et l'opposition syndicale systématique qui était d'usage dans la sidérurgie à l'époque. Parce que les gens voient bien. Donc, c'est trouver un espace. Hein? Trouver un espace. Oui, c'est ça. C'est toujours des actions concrètes qui font dire à un moment, on se pose des questions et ça permet. Alors, de dire qu'il y a l'enthousiasme tout de suite, c'est vrai que chez Danone, quand le numéro 2 du groupe est intervenu après avoir vu ce que c'était après 2 ans et qu'il a dit « je veux Damaway partout dans le groupe », ça aide. C'est pas la peine de dire non. Mais on ne démarre pas par ça. J'aurais commencé par aller voir Jacques 10 fois, 50 fois en lui expliquant « il faut que… » ça ne sert à rien. Voilà, ça répond à ta question? Ah oui, je retiens surtout la période d'incubation en sous-marin et parler d'amour en sous-marin. Ou plutôt faire en sorte que… Voilà. Mais on n'en parle pas beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Alors, ceux qui ont leur micro, ouais, merci de le fermer. Alors, c'est bien, on enchaîne sur la chose d'après avec la formule, tu sais, transformation bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Donc, pour continuer dans cette partie où tu parles justement de toute la systémique, il ne faut jamais oublier dans le changement, tu n'oublies pas de dire que le manager, tu conclus là-dessus en fait, hein, que le manager doit achever sa propre transformation pour voir le changement. Ou l'entamer, pas l'achever, mais l'entamer. C'est ce que je voulais dire. Il doit être un pas devant. Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien, je n'ai jamais su quel était l'auteur, j'ai essayé de rechercher, c'est « Il y a une seule personne que vous pouvez changer dans ce monde, vous-même, et en vous changeant vous-même, vous pouvez changer le monde. » Alors, c'est joli. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne peux pas changer moi-même, mais je peux changer ma relation aux personnes, au temps, on en a parlé, au monde. Et avec ces 3 relations, quand j'ai réfléchi, comment je me relie au monde? On a vu que si je suis dans le réactif, c'est je suis objet du monde. C'est le monde qui décide ce que je dois faire. Si je suis proactif, je suis acteur du monde. C'est moi qui décide comment le monde doit changer. Et cette relation au monde, relation au temps, relation aux personnes, et ce sur quoi je peux travailler. Et derrière, il y a vraiment les systèmes et les modèles mentaux. Je vous ai donné l'exemple. Modèles mentaux, Edson devant sa machine où il faut monter sur une plateforme.
Modèle mental, c'est « eh ouais, c'est la vie ». Ou modèle mental, c'est « pourquoi est-ce qu'on demande à l'homme de s'adapter à la machine et non pas à la machine de s'adapter à l'homme ». Et on voit que toutes nos façons de penser sont liées à des modèles mentaux et on peut, étape par étape, faire changer les modèles mentaux. Et d'ailleurs, pour nos amis les coachs, c'est le cœur de leur métier, c'est de faire changer quelques modèles mentaux. Mais pas de changer quelques modèles mentaux, c'est d'aider les gens à changer leurs modèles mentaux. Et en décidant d'actions toutes simples, comme les avant-maintenant, comme les golden nuggets, les présentations de succès, on arrive à créer ce que j'appelle des déséquilibres créatifs. Alors, créer des déséquilibres, à construire ou à provoquer des déséquilibres créatifs. Et là, il faut observer comment ça bouge. Et puis surtout pas croire, c'est un déséquilibre, c'est-à-dire un peu de déséquilibre, ça crée du mouvement, beaucoup de déséquilibre, ça crée une chute. Et donc, vous connaissez l'image de Peter Senge en disant la distance entre la réalité et la vision, ça se comporte comme un élastique, c'est-à-dire si on tire un peu, ça tire, si on tire un peu plus, ça tire un peu plus, si on tire encore un peu plus, ça casse. C'est la même chose, c'est les déséquilibres créatifs et ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute et j'appelle ça, justement parce qu'il y a de l'observation, l'éducation des yeux. Alors, on parlait de la relation entre la personne et la machine. Pour ceux qui sont dans les services, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'écrans d'ordinateurs, enfin d'écrans de systèmes informatiques qui sont vraiment une insulte à l'utilisateur. J'ai aussi des photos avec l'écran avant, l'écran maintenant, mais c'est moins spectaculaire et moins facile à partager qu'une machine qui a perdu 30 cm. Et le point important, c'est qu'il y a toujours deux niveaux. Il y a le sens des choses pour l'équipe et le sens pour moi. Est-ce que moi, je suis bien, je me sens bien, je m'estime moi-même, j'ai de l'estime pour moi-même dans mon rôle de promoteur de changement. Et je prends des risques, parce que des fois, on se plante. Moi, je me suis planté. Je lève le doigt. Tu veux nous raconter? Oh. Non, mais alors, une fois qu'on a fait ce changement dans la tête, il faut bien le rendre visible aussi pour le manager. Et ben c'est pour ça que ça passe par des actions. Et d'ailleurs, on est dans un cercle où on sait, à un moment, il y avait un premier déséquilibre qui nous décide à prendre l'action. Puis ça, je vous ai parlé de l'expression, vous avez vu que j'aime bien les expressions qui provoquent un peu, la bonne volonté à l'état gazeux. Mais qu'est-ce que c'est fréquent, la bonne volonté à l'état gazeux? Des gens pleins de bonne volonté, mais qui font rien. En séminaire, de type building. Oui, peut arriver. Oui. Et donc, je regardais, et puis il y a quelque chose qui est à un moment une belle surprise, et j'appelle ça une surprise, même si on a passé des jours, des semaines, des mois, des années à le construire. À un moment, on arrive à un niveau où on voit ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est pas vous allez fonctionner en intelligence collective lundi matin à 8 heures. Non, c'est à un moment la richesse des relations au sein du bien commun relationnel atteint un niveau de fluidité qui, vous savez, ce qu'on appelle le flow pour une personne, c'est quand on fait quelque chose, c'est l'inspiration, quoi. On a le geste juste, on a la parole juste, on écrit le truc sans même y penser et avec un grand plaisir parce qu'on est un peu plus que 100% soi-même. Et ben, dans une équipe, c'est pareil, il y a un moment où l'équipe est un peu plus que 100% elle-même. Pour travailler ensemble, j'en profite pour parler d'un outil qui est absolument magnifique, qui est le métacollectif. C'est l'équivalent de la position méta dont on parle quand on est coach, et en particulier dans la gestion des équipes en coach collectif. Mais dans une belle société aussi, alors 2100 personnes à 10 000 km du siège. Donc, j'y vais une fois par mois. C'est un peu long, mais tant pis, c'est bien. Et le comité de direction de la filiale, à la fois industrielle et commerciale,
est vraiment dans ce que j'appelle le jeu-il. C'est-à-dire, chacun dit, il faudrait que les gens coopèrent plus. Alors, je les écoute, moi, durant le comité, puis à la fin, je les provoque un peu en disant, il faut que je vous dise quelque chose. Vous souhaiteriez que les gens coopèrent plus? Oui, 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 tout le monde dit oui. Je dis, je veux juste, avant de partir, c'était la fin de mon séjour, vous dire que le fonctionnement d'une équipe est le reflet du fonctionnement des managers. Je vous laisse avec cette idée et on en reparle la prochaine fois. Alors, la fois d'après, j'en parle avec John, le directeur général, le directeur général de la filiale, là-bas, et puis je lui parle des missions déléguées. Donc, alors, il est très intéressé, il me dit, on va y aller doucement et on se met d'accord sur une étape qui est d'avoir une fois par mois, le dernier vendredi, puisqu'ils ont leur réunion de coordination le vendredi, le dernier vendredi du mois, à la fin de la réunion, il y a un quart d'heure où on ne travaille que sur un sujet, c'est notre façon de communiquer ensemble, notre façon de coopérer ensemble. Donc, un méta collectif sur le... Bon, la première séance, il faut dire ce qui est. C'est poussif. Je ne dirais pas poussif, je dirais prudent. On ne se déshabille pas tout de suite. Et puis, un mois après, c'est un peu mieux, un mois. Donc, ça, je pense qu'il a fallu pas loin de 6 mois pour que ce soit vraiment le top. Mais quand même, ce qu'on a vu, c'est qu'au moins, durant ces 6 mois, au fur et à mesure que la coopération devenait plus ouverte, que la critique chez les managers, qui décidaient chaque mois quel est le point de progrès qui va être le focus de progrès dont on va parler le mois prochain, ce qui permet d'ailleurs de fêter des succès, parce que c'est bien de fêter des succès, mais il faut créer des occasions. Et bien, on a vu dans l'usine aussi la coopération s'améliorer, la communication s'améliorer, juste parce qu'on se parle mieux. Et ça, c'est absolument formidable. Alors, on n'est pas loin de la fin, donc si vous avez des questions, je vous propose de les écrire dans le chat, que je puisse les récupérer à la fin pour le wrap-up. Alors là, c'est bien, moi ce que j'aime bien, on parle de vos succès, de tout ce qui marche et tout ça, super, mais quid des échecs? Ah, Quoi? Alors, d'abord, les difficultés. Avant d'aller jusqu'aux échecs, il y a des vraies difficultés. Et la première difficulté est liée au temps. Il faut du temps pour construire la confiance. Mais c'est vraiment du temps. Alors, je prends l'exemple des avant-maintenant. Et dans je pense à un hôpital dans le sud de la France, on lance les avant-maintenant, c'est sympa, dans la salle des infirmières, il y a des choses, c'est sympa. Et puis, au bout d'un mois, imaginons ce qui se passe dans le vestiaire, puisque elles se changent, entre Simone, qui a 30 ans de maison, et puis Laetitia, qui est là depuis à peine 1 an. Alors, Laetitia, au bout d'un mois ou 2 mois, elle dit à Simone, « T'as vu les avant-maintenant, c'est sympa. » C'est super. C'est super. Et Simone lui dit, « T'énerve pas, ma petite fille, ça peut leur passer comme ça leur a pris. » Et de qui elle parle? Des managers. Parce qu'il faut du temps pour que ça marche. Que la confiance. Et la confiance, c'est un comportement cohérent sur la même piste. Et dans mes observations et les observations des gens avec qui j'ai travaillé et qui ont fait des actions dans leurs usines, en particulier quand j'étais directeur industriel, c'est 6 à 9 mois pour être crédible. Ce qui m'a permis de donner la règle qui est un peu emphatique. Pour changer le monde, ça prend autant de temps que pour faire un bébé. Alors, changer le monde, n'exagérons rien. Changer une partie du monde dont nous sommes responsables. Et puis, j'estime le taux d'échec à 2%. Et à chaque fois, je pose la question, est-ce que tu organises ton engagement pour les 2% qui t'emmerdent ou pour les 98% qui assurent le résultat? Et ça paraît difficile parce qu'on est quand même beaucoup plus sensible aux difficultés qu'au succès.
Homo sapiens aussi, qui quand il était chasseur-cueilleur, il valait mieux louper une opportunité et que de se faire bouffer parce qu'on a oublié de voir le lion qui arrive. Et puis, il y a des cas, on est en échec. Je pense à un jeune, enfin jeune, il doit avoir à peu près ton âge, très jeune manager que je coach et qui a une équipe sur plusieurs pays, peu importe, avec ce qu'ils appellent des team leaders, mais qui ne sont pas tous des chefs d'équipe. Team leader est en plus un niveau, c'est-à-dire ça peut être un technicien, comme c'est dans le domaine des services informatiques, ça peut être un technicien particulièrement qualifié. Et alors, il me dit, j'ai un problème. Il y a Kevin dans mon équipe, là, ça n'avance pas, il laisse passer des trucs, c'est pas... Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Puis je le fais. Jusqu'au moment où il me dit, si, c'est un bon gars, je pense qu'il peut vraiment le faire. Ça, c'est important, parce que si tu ne penses pas que ça peut le faire, ça ne le fera pas. Il pense vraiment que ça peut le faire. Alors, on parle de la façon dont c'est. Il commence par un pilotage un peu serré, c'est-à-dire il le voit 2 fois par semaine. OK, liste, on coche. Très bien. Quand ça a bien marché, c'est plus qu'1 fois par semaine. Il revient, et donc, 6 mois après, il revient en disant, non, Kevin, dès qu'on lâche la bride, ça ne marche plus. Alors bon, on regarde un peu, et ça a encore duré une période. Il me dit, non, là, vraiment, j'y crois plus. Je dis, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'en séparer. Oui. Et ça fait partie des choses qui font partie du management. Si quelqu'un n'est pas à sa place, c'est une réalité, François. C'est une réalité. Mais par contre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que le même manager m'a dit, et quand ça s'est su que Kevin allait partir, ça n'a pas moufté parce que tout le monde avait vu qu'on avait vraiment essayé. Alors, il ne s'agit pas de présenter ça en disant « faites mine d'essayer pour avoir une excuse », mais il s'agit de dire que quand on a vraiment essayé, c'est soit on gagne, et si on perd, c'est avec moins de conséquences que si on était allé au départ dans les solutions extrêmes. J'ai même un gars de mon équipe que j'avais dû comme ça sur des difficultés faire partir. La dernière réunion avec lui était vraiment une réunion de bilan de où je voyais ses forces, ses faiblesses et en quoi ça n'allait pas avec son poste. 3 mois après, il m'appelle en disant « Christian, je suis en contact avec un chasseur. Est-ce que tu accepterais d'être ma référence, d'être une référence ?» Alors je lui ai dit « Oui, j'accepte d'être une référence, mais s'il y a des questions qui sont embêtantes, moi je réponds la vérité. C'est OK. » Et le Jean-Marc en question, en fait, ça s'est bien passé, il s'est retrouvé... Bon, c'était un type, comme on en trouve des fois, lui aussi, c'était ce que j'appelle un intellectuel, mais point. C'est-à-dire, tant qu'on parlait, c'était très bien, mais dans la réalité, il ne savait pas faire connecter la théorie avec la réalité. Et il s'est retrouvé dans un centre d'études où il s'est... Superbe. Comme quoi, quelquefois... Alors, on arrive presque au bout de notre session. Alors, donc, tout ce qu'on a abordé de rend pas justice à l'intégralité de ce qu'il y a dans le livre. On aurait besoin de plusieurs semaines. Je vous encourage. Moi, je suis très content de l'avoir lu maintenant et je commence déjà à l'appliquer. Donc, je te donne le mot de la fin sur la conclusion du livre. Enfin, la conclusion de ce que tu as envie de dire, et puis on regarde si on a quelques questions. Bon, moi, je vais essayer de faire court. Alors d'abord, oui, il y a un tas de sujets. Vous avez vu que quand on tourne la clé, je peux partir pour un moment. Mais c'est bien. Vaut mieux être passionné que pas assez. Trop que pas assez. Alors, il y a 2 choses. Je pense que l'évolution sociétale actuelle pose une vraie question, interroge vraiment en profondeur le management d'entreprise. Et ce que j'appelle, c'est qu'il s'agit maintenant de construire l'entreprise par les personnes et pas avec les personnes. Il faut avoir un projet, non pas où les personnes adhèrent, mais que les personnes portent. Et ça, c'est vraiment le changement qui est le changement clé sociétal actuel. Et la base de ça, c'est d'avoir un vrai credo, parce que vous avez vu, il faut s'engager et
Et donc, c'est quand même plus facile d'être dans le moule que de pousser au changement. Et ce credo, cet engagement fort et sincère, c'est la clé de tout. Et puis, tout ça repose sur un principe qui est le principe de bonne volonté, auquel je crois, qui est chaque personne, partout dans le monde, et pour une très grande majorité des gens, chaque personne est prête à donner le meilleur d'elle-même pour peu qu'on lui offre un contexte favorable. Et ça donne un cadre managérial extrêmement riche. Et donc, que vous soyez coach, manager, les deux, je pense que tous, on peut contribuer à la vision dont je parlais, c'est l'entreprise propriétaire des actionnaires et bien commun du personnel. Merci Christian. Alors, c'est le moment de poser des questions. Alors, soit vous ouvrez votre micro, soit vous tapez dans le chat. Moi, j'en avais une pour toi en attendant. Quel lien tu fais entre tout ça et l'approche que tu as pu voir, expérimenter à Mosaïque? Je me suis régalé à Mosaïque. D'ailleurs, tu sais qu'on se voit encore régulièrement avec Daniel. C'est justement, d'ailleurs, j'avoue, enfin quand je dis j'avoue, ce n'est pas un aveu, c'est justement parce que j'étais un manager un peu atypique, qu'il y avait quelquefois un petit peu de mal à me mettre dans une case. J'ai été coaché, j'ai suivi un coaching par Daniel en 2008, je crois, et vraiment, ça s'est très vite traduit dans une réelle amitié, une réelle convergence de la vision du monde, de nos modèles mentaux, du monde, des gens, des personnes. Et donc, je me suis régalé chez Mosaïque. Ma formation de coach, ça a donné des fondements à ce qui était quelquefois des intuitions. Il y a aussi des trucs sur lesquels j'ai reçu des baffes, et c'est très bien. Alors, on a une question. Comment coacher donc, sur ce type de proposition autour de la performance pérenne sans tomber dans le conseil? C'est clair. Je vous ai parlé de l'évolution, une transformation des pratiques opérationnelles alliée à une transformation des pratiques managériales. Alors là où il y a un endroit magnifique pour le coaching, c'est quand l'entreprise a une vision opérationnelle qui fait que le manager est un peu en retard. Et là, c'est vraiment des questions de je me fige dans les habitudes parce que quand on ne comprend pas tout, on a tendance à revenir sur ce qu'on a toujours fait et plutôt de revenir en arrière que de... Et là, il y a un domaine extraordinaire de coaching. Formidable. Merci Christian. Alors, on va conclure là-dessus pour des raisons de couvre-feu. Être sûr que tout le monde puisse bien rentrer à temps. J'ai été très long. Je te remercie encore. Je suis désolé. Non, on est juste sur ce qu'on avait dit. Alors, je vous encourage à lire ou à relire le livre « La performance de l'entreprise d'une histoire d'amour », guide pratique du manager de l'année 2020. C'est étudié Ramafro, Christian Maisonneuve, ou évidemment à faire appel à lui pour intervenir en tant que conférencier ou coach ou conseil dans vos organisations. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci Guillaume. De t'avoir ici. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Christophe, merci pour ta présence et merci à tous qui étaient là. On va mettre en place, il y aura un replay et puis on va vous demander un peu de feedback. Je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur en attendant le prochain Phosphore. Donc, gardez vos emails ouverts. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.